Alors aujourd'hui, on va parler en fait de ce que les neurosciences permettent de faire et entre autres, les neurosciences permettent de reprogrammer l'inconscient. Et Annabelle Boyer va nous en parler. Bonjour Annabelle. Bonjour Pamela. Ma première question en fait, ce serait avec tout ton bagage, toutes les formations et les études que tu as, il y a quelques années, tu as quand même décidé d'aller faire un parcours en neurosciences. Pourquoi? En fait, c'est une bonne question parce qu'à l'époque, j'étais déjà coach. J'étais coach depuis plusieurs années, mais je me suis retrouvée avec des clients pour lesquels les techniques habituelles fonctionnaient pas du tout. Et je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et j'ai fait à ce moment-là une première formation avec Greg Braden et puis une autre formation avec Joe Dispenza. Et là, j'ai compris qu'il y avait des éléments du cerveau qui étaient sous-utilisés en coaching et qu'il fallait que je comprenne mieux comment le cerveau fonctionnait réellement, comment fonctionnait le système nerveux, comment fonctionnait le système réticulé activateur, comment fonctionnait l'inconscient pour être vraiment en mesure d'apporter des changements durables. Et c'est ce qui m'a poussé à vraiment suivre des tonnes de formations pour être en mesure non seulement d'accompagner mes clients, mais d'accompagner aussi des gens proches de moi. Parce que à l'époque, mon conjoint avait fait un burn-out, il était suivi par un médecin et une psychologue, et son état se détériorait quand même. Et là, moi, je commençais un parcours, comme tu le dis, en neurosciences, mais je voyais son état se détériorer, et là, j'ai décidé d'intervenir. On a arrêté la thérapie parce qu'il revenait complètement bouleversé de chacune de ses rencontres et il allait de pire en pire. On a fait changer la médication et là, je me suis mis à le coacher de façon régulière, de façon douce, mais de façon régulière, presque quotidienne, pour l'aider à cheminer, ce qui a fait que, malgré son état, au bout de 3 mois, il était de retour au travail. Il faut savoir que mon conjoint, c'est le président d'une entreprise, donc il a besoin d'être là pour gérer l'entreprise, coordonner les tâches. Donc, il doit être présent et il doit avoir toute sa tête. Donc, j'ai mis 3 mois pour le rendre non seulement à nouveau fonctionnel, mais, comme il dirait, dans une version améliorée de lui-même, avec une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion de son énergie aussi, une meilleure compréhension aussi de ce qui lui était arrivé et de comment faire pour que ça ne revienne pas. Et pour ceux et celles là, qui pourraient peut-être débuter dans le sujet de neurosciences ou même du cerveau, comment tu pourrais expliquer c'est quoi reprogrammer l'inconscient? Oui, c'est une bonne question. Très souvent, les gens vont déterminer un objectif, par exemple les résolutions de début d'année ou quand on veut maigrir au printemps ou quand on arrive en septembre, là, on se dit on va se remettre au sport pour se remettre en forme. Donc, on détermine un objectif, mais là, on le détermine de façon consciente. Donc, c'est plus au niveau de notre corticale gauche où on décrit ce que l'on veut atteindre. Le problème, c'est que notre cerveau conscient, en termes de puissance, c'est l'équivalent d'un bonhomme Playmobil. Donc, à peu près, c'est la grosseur de mon efface, alors que le cerveau inconscient a la puissance du mont Everest. Donc, quand je détermine un objectif avec mon cerveau conscient, je travaille avec une très, très petite partie de mon cerveau qui est beaucoup moins puissante. Mais quand je travaille avec la partie inconsciente, mais là, évidemment, je déploie l'ensemble du potentiel de mon cerveau. Mais je ne peux pas dire, aujourd'hui, je vais discuter avec mon inconscient et je vais faire ça avec mon cerveau conscient. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. C'est le fun. Et ça serait, oui, ça serait le fun, ça serait beaucoup plus facile. Mais je dois utiliser donc des techniques qui me permettent d'accéder à l'inconscient. Et ça, bien évidemment, généralement, au départ, ça va prendre l'aide de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour être sûr d'atteindre réellement l'inconscient et de faire en sorte d'implanter de nouvelles programmations. Parce qu'on ne peut pas juste enlever des programmations et rien faire. Le cerveau, c'est comme l'univers, ça a horreur du vide. Donc, quand on enlève quelque chose, il faut recréer quelque chose. Parce que les programmations inconscientes, elles sont là depuis des années. Donc, évidemment, le cerveau est habitué de fonctionner avec ces programmations-là. Et quand on va vouloir les défaire, on va devoir modifier pour autre chose. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne réellement dans le cerveau.
comment se fait l'échange d'informations dans ma tête, comment se crée une pensée, comment ça se fait qu'une pensée devient envahissante, comment ça se fait qu'une émotion devient envahissante, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Parce que si je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau, je ne sais pas ce que je dois modifier. Et si j'y vais simplement en parlant, ben je travaille avec mon cerveau conscient. Mais mes programmations inconscientes, mes comportements saboteurs, mes identités saboteuses, mes blessures, mes échecs, c'est dans mon inconscient. C'est là donc qu'il faut que j'aille travailler. Est-ce que justement, parce qu'on a tout notre propre parcours, notre propre bagage émotionnel, notre passé, bon, nos blessures, croyances, etc. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des inconscients chez certaines personnes qui sont plus difficiles à travailler, qui sont plus réticents, qui vont essayer plus de s'auto-saboter que d'autres? Bien, là, on rentre dans la notion justement d'identité saboteuse. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué à travers les années que souvent on parle de modifier des comportements, de modifier des croyances, mais on n'aborde pas souvent la modification des identités saboteuses. Il y a des techniques aux États-Unis où on apprend comment repérer ces identités saboteuses-là et quelle est l'intention positive de l'identité saboteuse pour la ramener dans son vrai rôle. Et quand on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, beaucoup de blessures, quand on a eu, par exemple, un milieu familial qui n'était pas nécessairement dysfonctionnel, mais qui n'était pas souvent outillé pour nous accompagner avec nos pensées négatives récurrentes, avec nos émotions inconfortables récurrentes, avec nos scénarios catastrophes, bien, quand cette partie-là n'est pas accompagnée, elle s'amplifie. Fait qu'évidemment, si on a développé avec le temps de l'anxiété, si on a développé avec le temps une accumulation de frustration parce qu'on ne savait pas trop comment s'affirmer, on avait de la difficulté à reconnaître nos besoins, parce que ça ne faisait pas partie non plus de la culture familiale, on n'a pas su comment parler de nos émotions, si on a développé des difficultés d'adaptation, si on a développé un syndrome d'imposteur incroyable, bien évidemment, ça va ressortir à un moment donné. Mais si on a développé, par exemple, le syndrome du sauveur, qu'on appelle aussi le syndrome de Mère Teresa, bien ça aussi, ça va finir par donner des conséquences un peu plus loin. On a tous à la base des identités saboteuses, on a tous des croyances limitantes et on a tous des comportements saboteurs. On joue pas avec de la même façon et dépendamment de l'aide que l'on a eue, de l'accompagnement que l'on a eu, des prises de conscience qu'on a faites, et des exercices qu'on a pu faire avec un accompagnement, évidemment, il y en a qui vont faire un cheminement plus tôt, puis il y en a qui vont faire un cheminement plus tard. Moi, j'ai des clients qui sont jusqu'à 85 ans. Donc, il y a des gens qui vont apprendre très tardivement à faire face à ce moment-là, à ces zones d'ombre-là, parce que dans le fond, ça fait partie de ce qu'on appelle les zones d'ombre, une partie dans l'inconscient où on va mettre ce qu'on appelle la zone d'ombre noire, toute la partie justement de nos échecs, de nos épreuves, de ce qu'on a trouvé difficile, de nos blessures, des ruminations qu'on a, des choses qu'on n'a pas pardonnées, et la zone d'ombre blanche, qui est tout le potentiel qu'on n'a jamais exploité, qu'on a mis de côté, mais qui fait que on va par exemple envier des gens qui, eux, ont développé ce potentiel-là, ou on va idolâtrer des gens qui ont, eux, développé ce potentiel-là que nous, on n'a pas fait. Donc, on va avoir deux parties dans nos zones d'ombre qui vont se déployer, qui vont se développer et qui vont faire en sorte, évidemment, qu'à un moment donné, l'univers va faire en sorte qu'on va travailler sur ces éléments-là. On va avoir du moins des opportunités de les travailler. Qu'est-ce que tu dirais à ceux et celles... Parce que là, en fait, j'ai deux questions. La première, les personnes qui, justement, pourraient dire « il est trop tard ». Il est trop tard pour que je travaille, que ce soit en âge ou ce qu'on entend souvent, c'est « mais j'adopte ce comportement-là depuis tellement d'années, je pourrais pas changer ça ou ça me fait tellement mal, c'est impossible que je m'en libère, etc. » Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? En fait, c'est là où les neurosciences sont venues apporter des changements majeurs. Parce qu'avant, souvent, on allait voir un thérapeute, on parlait, on avait beaucoup de séances durant 1 an, 2 ans, 3 ans. On comprenait ce qui s'était passé, on comprenait nos émotions, mais il n'y avait pas vraiment de changement dans notre cerveau.
Mais c'est parce que souvent, les neurosciences étaient peu développées à ce moment-là, étaient peu connues du grand public et étaient peu connues des thérapeutes aussi. Alors qu'en coaching, on va les utiliser beaucoup. Parce que l'idée en coaching, c'est qu'on n'est pas là juste pour parler. On est là pour appliquer des techniques qui vont utiliser les capacités de neuroplasticité du cerveau. Avant, on pensait que le cerveau, il était formé, puis à 20 ans, là, ça changeait plus, là, c'était figé. Aujourd'hui, on sait que le cerveau se développe jusqu'à la mort. Donc, on peut modifier cette neuroplasticité-là. Et quand on a des comportements qui sont des comportements saboteurs ou des façons de réagir qui reviennent comme un pattern, un schéma comportemental, dans notre cerveau, ça veut dire qu'il s'est créé un circuit neuronal, un circuit qui regroupe des pensées, qui regroupe des émotions, qui regroupe des comportements. Et ces neurones-là se sont regroupés et s'échangent des informations. Et ils s'échangent tellement d'informations depuis tellement longtemps que le circuit neuronal il est bien consolidé. Là. Il est rendu puissant. Les neurones sont solides. Mais quand on utilise des techniques comme l'EFT, bien appliquées, des techniques comme l'hypnose, bien appliquées, des techniques qu'on appelle des techniques de thérapie psycho-énergétique, bien appliquées, à ce moment-là, les neurones qui s'échangeaient des informations se désenlignent. Donc, les neurones peuvent bien envoyer les neurotransmetteurs qui sont associés aux émotions, aux mauvais souvenirs, à la charge émotionnelle. Les autres ne les captent plus. Donc, mais il faut juste connaître les protocoles qui permettent justement de faire en sorte que ça se détache, que ça se désenligne et que ça donne à ce moment-là une information très différente. Il va y avoir après ça un travail où on va devoir créer un objectif qui va être accepté par l'inconscient. Et ça, encore une fois, avant les objectifs, tu en as sûrement déjà entendu parler, on faisait un objectif SMART. Mais l'objectif SMART, il est déterminé par le cortical gauche. Il n'est pas intégré par l'inconscient. Donc, il n'est pas accepté par l'inconscient. Et ce n'est qu'une question de temps avant que mon inconscient se rebelle. Parce que l'inconscient, lui, son travail, ce n'est pas notre bonheur. C'est pas ça son rôle majeur. Lui, sa priorité, c'est la survie. Donc, il n'aime pas ça, le changement, parce que le changement, c'est menaçant. Il préfère une situation qui est connue, insatisfaisante, plutôt qu'une situation inconnue, parce que dans son esprit, une situation inconnue, ça pourrait être bien pire. Mais rappelons-nous que à l'époque préhistorique, si je reste sur mon territoire, j'ai de la nourriture, j'ai la grotte pour me cacher, je sais où sont les prédateurs, donc c'est sécuritaire. Si je m'en vais sur un territoire que je ne connais pas, je ne sais pas où sont les prédateurs, je ne sais pas où est la nourriture, je ne sais pas où je pourrais me cacher s'il arrive un orage. Donc, l'inconnu pour le cerveau, c'est très menaçant, alors il préfère rester dans le connu insatisfaisant. Et donc, quand on veut changer, on doit aller convaincre l'inconscient, pas le cerveau conscient. Puis tu as sûrement déjà entendu parler des exercices où on se place devant un miroir et on se répète des phrases. Je suis bonne, je suis fine, je suis capable, je suis riche, je suis prospère, je m'aime et je suis fière de moi. Oui. Ça marche pas! Ça marche pas parce que j'utilise mon cerveau conscient. Mais ma problématique, elle est dans mon cerveau inconscient. Et c'est ça que les neurosciences ont permis de comprendre. Ils ont permis de comprendre que la majorité des exercices qu'on avait avant s'adressaient au cerveau conscient. Et c'est pour ça que ça ne donnait pas des résultats durables. Des fois, on allait dans une conférence, dans une formation, on sortait de là tout motivé, on lisait un livre, on trouvait que là, on avait appris plein de choses, c'était génial. Et quelques jours plus tard, il arrive un incident et la motivation vient de repartir. Parce que c'était pas imprimé dans notre cerveau inconscient. Mais il existe des protocoles pour justement modifier cette partie-là du cerveau. Et ça, c'est vraiment les neurosciences qui nous ont permis de comprendre cet élément-là. Et tu vois, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, entre autres, par le docteur Bruce Lipton. Et lui, il est arrivé avec des éléments extraordinaires. Parce que lui, il est allé prendre des cellules qu'il a mis dans ce qu'on appelle des boîtes de Petri. En biologie secondaire 3, on a ça, là, c'est des espèces de cercles dans lesquels on dépose ce qu'on veut regarder au microscope. C'est ça, une boîte de Petri. Donc, il mettait des cellules là-dedans. Il en mettait dans plusieurs boîtes de Petri, évidemment des cellules humaines. Et tout ce qu'il faisait, c'est changer le liquide dans lequel il mettait les différentes cellules.
et il a fait des tests avec différents liquides et des tests avec différents types de sang et le sang de plusieurs personnes. Et il se rendait compte que les mêmes cellules qui venaient du même humain réagissaient différemment, dépendamment dans quel liquide on le mettait. Et c'était très intéressant parce que ça nous a permis de comprendre que quand, par exemple, je suis stressée, bien, je produis des hormones de stress. Mais les hormones de stress que je produis, à ce moment-là, bien, mon corps, évidemment, ces hormones de stress-là, elles vont se répandre dans mon cerveau et dans mon corps. Dans mon corps, ça va se répandre par mon système lymphatique et ça va se retrouver dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est le liquide dans lequel baignent mes cellules. Mais quand je vis énormément de stress, il y a donc beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline qui va être dans ce liquide interstitiel-là. Le liquide devient donc plus acide. Et ce liquide-là, comme il est plus acide, il a plus de facilité à transpercer la membrane des cellules pour se rendre jusqu'au noyau. Une fois qu'il est rendu jusqu'au noyau, il va à ce moment-là communiquer avec ce noyau-là et le noyau va se défendre. Il va se mettre à produire des protéines. Et ces protéines-là vont faire en sorte qu'il y a des gènes qui vont réagir. Parce que dans notre corps, on s'est rendu compte qu'on a 10% de nos gènes qui sont des gènes actifs. Le reste, c'est des gènes de réserve. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on disait que c'était des gènes poubelles. Mais ce n'est pas des gènes poubelles. Ils ne sont pas juste là, se tablettés dans un backstore. Là. Ils servent à quelque chose. Et ils peuvent être réactivés. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont porteurs, par exemple, du gène de l'Alzheimer, mais qui ne le développeront jamais. Pour l'instant, c'est un gène dormant. Puis, on va avoir des gens qui vont porter des gènes qui vont finir par se développer. Et là, ce que Bruce Lipton a réalisé, c'est que, dépendamment du genre d'émotion que je vis, ce qui modifie le liquide dans lequel baignent mes cellules, bien, ça va activer certains gènes et ça va inhiber certains gènes. Donc, je reste toujours avec un 10% de gènes actifs, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes gènes qui sont actifs dépendamment de ce que je vis sur la durée. Donc, si je vis un stress qui perdure plusieurs mois, bien, c'est sûr que ça change la chimie de mon corps et ça peut, à ce moment-là, activer certains gènes de maladie et inhiber des gènes de santé. Mais ça veut dire que l'inverse est aussi possible. Et c'est là où rentre toute la notion d'épigénétique. L'impact, par exemple, de l'alimentation, justement, sur l'activation de certains gènes. L'impact aussi de l'activité physique. Encore une fois, sur l'activation de certains gènes et sur le système immunitaire. Et donc, la science est arrivée avec des informations très intéressantes. Mais on étudie aussi ce qu'on appelle les guérisons spontanées. Pourquoi, dans certains cas, il y a des gens qui guérissent plus facilement, il y a des gens que c'est plus difficile. Comment fonctionne l'effet placebo, l'effet nocebo? Pourquoi, dans certains cas, quand on donne un placebo, donc une pilule de sucre à certaines personnes, ça fonctionne aussi bien, sinon mieux, que le médicament qu'on a donné à un groupe contrôle. Donc, les neurosciences sont arrivées avec des éléments extraordinaires qui nous permettent de revoir l'ensemble de nos exercices et de jouer justement sur notre système nerveux. Et quand on utilise des techniques qu'on appelle de psycho-énergétique, on peut à ce moment-là aller jouer non seulement dans notre inconscient, mais aussi à l'apaisement de notre système nerveux sur la durée pour être en mesure de produire des hormones de bien-être et en mesure aussi d'être bien plus souvent. Parce que des épreuves, on va en vivre toute notre vie. Ça fait partie de la vie. Si la vie n'avait pas d'épreuves, à un moment donné, ça prendrait quelques jours et on trouverait que la vie est plate. Pour se sentir vivant, on a besoin de relever des défis, on a besoin de vivre certains stress, mais de préférence de bons stress. Les neurosciences sont venues nous faire comprendre qu'on peut intervenir sur notre inconscient, on peut intervenir sur notre système nerveux, on peut intervenir sur la production d'hormones, de phéromones et de neurotransmetteurs, dans la mesure où, évidemment, on utilise aussi les fonctionnalités de notre cerveau pour être en mesure de changer la neuroplasticité, d'être en mesure aussi d'intervenir au bon endroit dans le cerveau. Quelles sont les astuces que tu pourrais donner, en fait, rapidement pour se préparer, en fait, à marcher ce chemin-là sans nécessairement se taper sur la tête puis se dénigrer encore plus, mais y aller vers un objectif de mieux-être?
Ben, c'est pour ça que les techniques, justement, qu'on utilise en neurosciences sont intéressantes parce que je pense, entre autres, aux techniques, il y en a plusieurs, là, mais aux techniques qui sont liées à l'EFT. Pendant qu'on fait de l'EFT, là, on n'est pas en train de se taper sur la tête, on est en train de faire du tapping en disant des phrases précises. Et pendant ce temps-là, on est concentré sur ce que l'on fait. Et pendant qu'on fait l'EFT, ça se passe bien et ça se libère assez facilement. Quand on utilise les sons binauraux, on est en train de reprogrammer le cerveau d'une façon qui est assez simple, mais il faut suivre le protocole pour s'assurer évidemment de la pleine résolution de notre problématique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer en profondeur dans une souffrance, dans une douleur, dans une blessure pour s'en libérer. Et c'est là où le coaching fait une grande différence. En thérapie, on va rentrer dans cette souffrance-là, on va rentrer dans la douleur, on va rentrer dans l'émotion. En coaching, on n'est pas là. En coaching, on va nommer la situation et on va la travailler avec un outil pour enlever la charge émotionnelle. Et ça fait une grosse différence parce que si, par exemple, j'utilise une technique de PNL, qui est une technique de brouillage, qui me permet d'enlever la charge émotionnelle dans un conflit, et après ça, on peut faire un plan de match sur comment on fait la résolution de ce conflit-là. Et donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans la douleur. Mais évidemment, ça implique aussi des prises de conscience. Hier, je faisais un coaching et j'ai fait un reflet à ma cliente et je lui ai fait voir qu'elle a, de temps en temps, avec des proches, des comportements qui sont des comportements qui s'apparentent à de la manipulation. Or, tout le monde ment. Tout le monde manipule. Il y a une différence entre avoir des comportements de manipulation et être un manipulateur. Dans son cas, on était dans des comportements de manipulation que tout le monde a partout sur la planète. Fait qu'évidemment, de prendre conscience qu'elle avait ces comportements-là, évidemment, sur le coup, c'est pas agréable. Mais moi, mon travail, c'est de ramener rapidement pour lui faire comprendre que c'est excellent. Parce que là, on ne peut changer qu'à partir du moment où on fait une prise de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tellement plus d'outils que quand cette prise de conscience-là, elle est faite, c'est beaucoup plus facile pour moi d'encadrer cette prise de conscience-là. Et la rencontre suivante, on peut faire de la stimulation bilatérale, on peut faire de la TSBH, on peut faire de l'hypnose, on peut faire de l'EFT. Il y a plein d'outils qui permettent à ce moment-là de se désidentifier de nos identités saboteuses. Parce qu'on en a tous des identités saboteuses. Mais le problème, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est que nos identités saboteuses ont pris ont pris le contrôle de notre cerveau et notre entourage constate qu'on a à ce moment-là des comportements qui sont inappropriés, mais nous, on pense qu'on est justifié. Et pendant ce temps-là, évidemment, on sabote les relations autour de nous, on sabote l'image que l'on dégage, on sabote notre propre crédibilité, on sabote notre propre leadership. Et on est à ce moment-là créateur d'une vie qui ne nous convient pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les neurosciences, on peut intervenir beaucoup plus rapidement pour enlever une partie de la charge émotionnelle. Et dans certains cas, évidemment, quand on prend conscience d'un comportement qu'on n'aime pas, c'est important aussi d'avoir cette phase-là de dire hey, « ce comportement-là, il ne me convient pas du tout ». Parce que l'émotion à ce moment-là, qui peut être inconfortable, cette émotion-là, elle va nous pousser au changement. Cette émotion-là, elle va faire en sorte qu'on va vouloir aller plus loin pour s'en libérer, qu'on va vouloir atteindre notre objectif, qu'on va vouloir réussir, qu'on va vouloir avoir enfin une belle relation, qu'on va vouloir se dépasser, qu'on va vouloir, comme dirait Joe Dispenza, rompre avec l'ancienne version de soi et développer la nouvelle version de soi. Et les neurosciences permettent d'accélérer le processus. Et ça, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que, évidemment, quand je fais des formations, il y a une grosse partie pratique. Et moi, je me porte toujours volontaire. Tu as besoin d'un cobaye, je vais y aller. Il faut aller toucher des éléments sensibles. Je m'en fous, je vais l'apprendre. Et j'aime mieux l'apprendre avec quelqu'un qui est qualifié que de pratiquer avec quelqu'un qui n'a jamais rien pratiqué. Donc, évidemment, moi, je me portais volontaire pour un paquet d'exercices et ça m'a permis de voir que on n'est pas obligé de rester dans la douleur pour se libérer d'un mauvais souvenir, pour se libérer d'une charge émotionnelle, pour se libérer d'un vieux conflit. Ça pouvait se faire en quelques minutes et durablement. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, tu fais « Oh my God! » C'est tellement excellent. Et il y a des formations que je faisais où je disais « Oh, l'exercice est bon,
Mais quand on regarde ce que les neurosciences apportent, là, je me disais, oh mon Dieu, cet exercice-là, mais avec tel son binauraux, avec telle odeur, avec telle autre notion qui vient des neurosciences, ça serait tellement plus puissant. Et je me suis mis à revoir plein d'exercices. Je pense entre autres à l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Moi, je le fais avec un volet neurosciences. Et ça fait en sorte que les gens qui déjà aimaient cet exercice-là, quand je le fais avec le volet neurosciences, on est dans un élément qui est décuplé parce que je vais mettre à contribution ce qu'on appelle le système réticulé activateur, qui est une zone dans notre inconscient où vont se regrouper nos programmations inconscientes. Donc, quand je le fais participer à l'exercice, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus libérateur parce que le vrai boss, en fait, dans le cerveau, c'est le système réticulé activateur. Et quand je le mets à contribution, quand j'arrive à l'apaiser, quand je sais exactement comment lui faire adopter un nouvel objectif, bien évidemment, ça donne des changements extraordinaires. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de formation à moi pour réussir à comprendre comment on pouvait faire. Et comme les neurosciences se sont développées il y a plus de 25 ans. Mais même un petit peu plus que ça, parce qu'on a commencé dans les années 70, mais c'est depuis les 25 dernières années où c'est plus connu. Les Américains sont généralement beaucoup plus avancés que nous dans ces notions-là. Ça a pris plus de temps pour le milieu francophone avant de comprendre comment ça fonctionnait. Ce qui fait que moi, je me suis plus formée avec des docteurs en neurosciences aux États-Unis, des coachs experts aux États-Unis, pour être en mesure de mieux comprendre comment on pouvait le faire. Et je me suis obligée à expérimenter chacun des outils pour vérifier si ça fonctionnait pour vrai. Parce que, par exemple, quand je voyais des séances d'hypnose profonde, ben, tant que je ne l'avais pas vécu, je ne comprenais pas comment ils faisaient pour y arriver. Les hypnoses rapides, les hypnoses instantanées, je ne comprenais pas comment ils faisaient pour y arriver. Il a fallu que j'aille le vivre pour mieux le comprendre et pour voir toute la puissance que ça avait, ça aussi. Mais les neurosciences, ce qui est vraiment génial, c'est de voir que très, très, très rapidement, on peut modifier un état. J'accompagne en ce moment des gens qui sont dans des situations de séparation, de rupture amoureuse extrêmement difficiles, avec des conjoints ou des conjointes qui sont dans l'agressivité. Et on change un état émotionnel très rapidement, on gonfle la confiance très rapidement, mais toujours de façon humble. Parce que des fois, les gens ont peur que s'ils se développent trop, là, ils vont se prendre pour un autre, ils vont avoir un trop gros ego. Non, ça, c'est une autre identité saboteuse. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'apprendre à recadrer ces identités saboteuses-là et les ramener dans leur vrai rôle à chacune, qui est d'abord et avant tout un rôle de protection. Donc, les neurosciences permettent vraiment de se libérer plus rapidement, plus efficacement, sans replonger continuellement dans la souffrance. Et de façon plus durable. Et de façon beaucoup plus durable, en effet, parce que, et c'est ça aussi, c'est que j'ai tellement testé sur moi-même avant de le tester sur d'autres clients, que ça m'a permis de voir que ça tient dans le temps. Et on s'entend, là, dans une vie, là, on va avoir toutes sortes d'éléments qui vont être stressants. Une vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il arrive toutes sortes d'affaires. Mais on se rappelle que si on regarde de toute façon notre rythme cardiaque sur une imagerie, bien, on va voir qu'on a des pics puis on a des bas. Mais une fois que le cœur tombe au neutre, on est mort. Donc, dans la vraie vie, c'est le même principe. Le cerveau a besoin aussi de vivre des hauts et des bas, mais c'est pas obligé d'être des bas super down. C'est pas obligé d'être des extrêmes. Ça peut être quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus harmonieux et des émotions aussi qu'on est en mesure d'accueillir et de maîtriser plus rapidement. Pas de contrôler, de maîtriser. C'est vraiment différent parce que là, à ce moment-là, on apprend justement à mieux accueillir notre propre émotion, à mieux accueillir nos besoins, être en mesure de s'affirmer avec sérénité, sans tomber dans une identité saboteuse qui aurait envie de manipuler un peu pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que quand on comprend bien le fonctionnement réel du cerveau, comment on peut modifier la neuroplasticité pour modifier un comportement, pour modifier une croyance, pour modifier une identité saboteuse, à ce moment-là, on augmente notre puissance en tant que coach de façon incroyable, là. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ça fait plusieurs années que je fais des formations, que je les étudie. J'ai calculé que j'avais fait 87 formations en 5 ans. Fait que ça te donne une idée, là. Mais je voulais tellement intégrer parce qu'à un moment donné, je me retrouvais avec des clients qui arrivaient avec des problématiques tellement difficiles
Et des gens qui avaient fait souvent 1, 2, 3 thérapies, ils comprenaient très bien ce qui leur arrivait, mais il n'y avait pas de changement. Et les gens avaient besoin de changement parce qu'à un moment donné, vivre avec de la souffrance, c'est souffrant justement. Vivre avec le mal-être, c'est difficile. Vivre avec l'impression qu'on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs, c'est difficile. Et ils ont besoin d'avoir des résultats. Ils ont besoin de retrouver l'espoir. Ils ont besoin de croire en eux. Ils ont besoin de savoir que ça peut marcher pour eux. Ils ont besoin de savoir que la vie peut être tellement mieux que ça. Et c'est là où, quand on sait bien utiliser les neurosciences puis qu'on applique les techniques, on sort du simple coach qui fait juste vous écouter et juste parler et on entre dans des techniques de reprogrammation de l'inconscient. Justement, dernière question sur les neurosciences et la reprogrammation de l'inconscient. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ça l'a changé? Oui, dans ta vie personnelle, mais dans ton parcours de coach et dans ce que tu vas être apte à transmettre au super coach, en fait, que tu vas former. Bien, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand je coachais au début, des fois, là, tu le sais, tu l'as déjà fait, on reçoit des clients là, qui nous arrivent avec des problématiques auxquelles on ne s'attend pas. Ou ils arrivent avec une première problématique, on se dit « Ah, celle-là, ça va aller », mais la deuxième ou la troisième rencontre, ils nous arrivent avec un problème qu'on n'avait pas pensé. Et là, il y a un petit instant de panique. Et là, il y a le « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelle technique je vais utiliser? Comment je vais faire pour l'aider à se libérer? » Et cette personne-là qui est en avant de nous, là, c'est très difficile de lui dire « J'ai aucune idée quoi faire avec ton cas, fait que je vais aller étudier mes affaires, puis on se reprendra une prochaine fois. » La personne va perdre confiance, ça marche pas. De mieux comprendre les neurosciences, ça m'a permis, d'avoir une très grande confiance en moi, parce que comme je comprends exactement comment fonctionne le cerveau, je sais exactement ce que je dois modifier dans son inconscient, ce que je dois faire comme technique pour l'aider à avancer. Et ça, cette confiance-là, ça donne un apaisement, là, parce que peu importe la problématique du client, j'ai plus cette espèce de brouillard mental-là, de panique, de « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Parce que je vais utiliser, en partant, des questions qu'on appelle des questions calibrées, qui viennent d'un agent du FBI. Je vais poser des questions très, très précises pour cibler le vrai problème, pas le problème socialement acceptable que le client me dévoile parce que ça fait son affaire. Non, la vraie problématique qui est en arrière. Et j'ai tellement d'outils aujourd'hui que je sais tout le temps qu'il y en a un qui va fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des clients pour qui il y a des outils qui leur plaisent moins. Je pense entre autres à un monsieur qui travaillait dans la construction. Quand je me suis mis à lui faire du tapping, ben lui, auto-toucher son corps, là, il aime pas ça. Donc, évidemment, le tapping, j'en ai fait faire une fois. Quand il est revenu à la séance d'après, il m'a dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, là, puis je comprends pas pourquoi ça marche, là, mais ça marche. » C'est parfait. Mais évidemment, avec des gens comme ça, je vais changer de technique d'une fois à l'autre. C'est pour ça que je ne me limite pas à une technique. Il y a des gens qui ont eu, par exemple, des mauvaises expériences avec un praticien en hypnose. Mais quand ils arrivent avec moi, je ne commence pas avec l'hypnose. Je vais leur faire d'autres choses avant. Mais quand on arrive à l'hypnose, ben c'est facile parce qu'ils rentrent en hypnose profonde en 3 minutes et on est capable à ce moment-là d'aller faire des changements majeurs. Fait que moi, ça m'a donné une confiance dans ma capacité à apporter un réel changement chez les gens qui sont en avant de moi. Ça m'a donné un apaisement aussi. Et ça m'a donné des outils à utiliser sur moi-même. Parce qu'à un moment donné, il y a des outils où je me disais, hey, si je me le fais, mais par moi-même, je suis capable de me faire un protocole d'auto-coaching avec cette technique-là. Et là, je les teste sur moi-même. Par exemple, l'année passée, j'ai fait une petite chute dans l'escalier. Je me suis déplacée à la clavicule. Évidemment, mon rapport à la douleur m'a été un peu particulier. Ce qui fait que ça m'a pris du temps avant d'aller voir mon super kiné. Le kiné m'a replacé évidemment la clavicule, mais après ça, il y a des tendons qui ont été endommagés, il y a de la douleur qui est là et il faut se débarrasser de la douleur. Ben, je me suis mis à utiliser une technique avec des sons binauraux et ça a pris 2 minutes et la douleur était partie. Wow. Et là, tu fais « My God! » J'aurais aimé ça la prendre avant, cette technique-là. Ça fait une méga différence. Parce qu'évidemment, s'auto-hypnotiser sur la douleur, c'est une chose, mais là, des sons binauraux, c'est beaucoup plus simple. Avec une petite technique de méditation, d'automéditation
qui est dirigé, il faut savoir comment faire. Il faut entraîner notre esprit. Moi, ça faisait déjà 4 semaines que j'entraînais mon esprit avec cette technique-là. Je l'ai simplement appliquée à la douleur. 2 minutes, plus de douleur. Et là, tu te dis, oh my God, tout ce que je peux faire sur moi et tout ce que je peux faire sur les autres. Parce que, comme je te disais, les identités saboteuses, on en a toutes, des blessures, on en a tous. Mais quand je mets le doigt sur une, bien là, je sais quelle technique je vais pouvoir m'auto-utiliser pour moi-même pour m'en libérer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la puissance de le faire pour moi sans avoir maintenant besoin d'un accompagnement. Fait qu'évidemment, ça donne un sentiment que je peux faire face à toute situation. Je peux réussir ce que j'accomplis. Je peux y arriver, peu importe le client qui est en avant de moi. Fait qu'aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de clients qui sont d'un peu partout à travers le monde, qui arrivent avec toutes sortes de problématiques différentes, des gens qui veulent sortir d'une relation toxique, des gens qui veulent atteindre des objectifs financiers, des gens qui veulent enfin rencontrer l'âme sœur, des gens qui veulent retrouver un poids de forme, des gens qui veulent simplement retrouver leur énergie, qui veulent sortir d'un arrêt maladie, des gens qui veulent retourner au travail, des gens qui veulent se reconvertir vers une autre profession. Peu importe la situation, on a un objectif à atteindre. Moi, je vais juste trouver le chemin pour me rendre jusqu'à l'inconscient et implanter ce que mon client veut implanter dans son inconscient. Et là, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que c'est maintenant possible de devenir un super coach en cheminant à tes côtés. Et pour moi qui te connais quand même depuis pratiquement 10 ans, oui. Je sais à quel point ce que tu vas transmettre au futur super coach est absolument transformateur, libérateur. La vie est un peu, justement, j'écoutais une entrevue que tu as faite hier et tu expliquais autre chose, mais tu disais il y a un avant et un après, et c'est en plein ce que les gens vont vivre quand ils vont s'inscrire. Alors, pour devenir un super coach, en fait, les gens peuvent te contacter pour avoir un appel stratégique avec toi. De quelle façon ils peuvent te contacter? En fait, je vais mettre le lien simplement avec la vidéo, ce qui va amener vers une page et il va y avoir un bouton qui va être écrit « Je veux prendre un appel stratégique ». Vous pesez sur le bouton. Ça ouvre une page Calendly qui vous permet à ce moment-là de sélectionner le meilleur moment pour vous en fonction de mes disponibilités. Et ça se fait en Zoom, donc ça se fait à distance. Ça nous permet évidemment de nous voir. Ça nous permet d'échanger. C'est un appel entre 30 et 45 minutes généralement. Et on va prendre le temps de regarder si c'est le bon moment pour vous, si c'est la bonne méthode pour vous, si vous êtes rendu là, si ça convient bien à vos besoins, pour voir s'il y a un bon fit. Parce qu'évidemment, dans mon école de coaching et de neurosciences, je veux m'assurer d'avoir des gens qui sont vraiment intéressés parce qu'évidemment, je vais avoir des capsules, entre autres, du docteur Mario Beauregard, qui est un expert en neurosciences. Je vais avoir aussi beaucoup d'exercices à leur faire vivre, à leur faire expérimenter. Donc, je veux être sûre d'avoir des gens qui ont envie aussi d'apprendre et de travailler sur eux. Parce que quand tu fais un exercice sur toi, inévitablement, tu le fais sur une vraie problématique, une vraie blessure, une vraie difficulté. Donc, tu joues le jeu parce qu'on devient un super coach en devenant soi-même super puissant. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte aussi que les gens aillent de mieux en mieux et puissent intégrer des techniques qui fonctionnent bien. Ils n'ont pas besoin d'apprendre les protocoles par cœur. Moi, je n'apprends pas les protocoles par cœur. Mais ce que je fais, c'est que je m'assure de suivre un protocole. Et donc, je cherche aussi des gens qui ont envie de suivre des protocoles. Parce que j'ai vu des formations, par exemple, où des gens disaient « Oh non, moi, je n'ai pas besoin de suivre le protocole, je vais y aller à l'instinct. » Non, non. Quand on apprend le karaté, là, on apprend les techniques jusqu'à la ceinture noire. Puis à la ceinture noire, on commence à développer l'art. Mais avant, on doit apprendre les techniques. Et pour devenir super puissant, c'est la même chose. Au départ, on apprend les techniques. Et quand on les maîtrise, quand on les a tellement faites avec tellement de clients, dans tellement de situations, là, on peut commencer à les adapter, à jouer avec elles, à voir ce que les nouvelles recherches peuvent nous apporter et qui peuvent augmenter la puissance de l'exercice. Mais il faut d'abord intégrer nos notions. Donc, pour les gens qui ont envie, il suffit de prendre un appel stratégique, donc d'aller cliquer sur le lien, de prendre un appel avec moi, on va le faire en Zoom et on va regarder ça ensemble. Merci, Annabelle, pour tes nombreuses connaissances et surtout d'avoir eu l'audace, le courage de partager tes nombreuses connaissances des
86 dernières formations, et ça, c'est juste dans les 5 dernières années, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Donc, on devrait probablement se rendre à une centaine de formations. Ben, tu me connais, j'en ai encore acheté, puis j'en suis encore. C'est ça, c'est 86 dans les 5 dernières, mais il y en a 90 dans les 5 prochaines. Merci beaucoup. Merci à toi.